La scène paraît absurde. Et pourtant, elle est vraie. Un médecin au salaire à 6 chiffres roule en Dacia Sandero à 13 000 €. Un millionnaire de la tech conduit au quotidien une Honda Civic de 2004. Et pendant ce temps, un cadre surendetté loue une BMW à 80 000 € qu'il ne peut pas s'offrir. Une révolution silencieuse traverse l'automobile, mais elle ne ressemble en rien à ce que les constructeurs voudraient nous montrer. Partout, des gens instruits et prospères tournent le dos aux voitures premium, pas par nécessité, mais parce qu'ils ont déchiffré la mécanique qui se cache derrière l'illusion du badge. Un commentaire, sous ma dernière vidéo, le résumait parfaitement. Je suis médecin. Je conduis une Dacia Sandero automatique. C'est une excellente voiture du quotidien, pas chère et pratique. Ce n'est pas une affaire de pauvreté, c'est une affaire d'intelligence financière. Tout ce qu'on nous a inculqué sur la voiture et la réussite est à l'envers. Les logos censés signaler l'accomplissement trahissent surtout une forme d'illittératie financière. Les modèles dits basiques, eux, sont de plus en plus choisis par ceux qui sont réellement à l'aise. Après ma vidéo où la Dacia Sandero surclassait la concurrence, des centaines de professionnels, ingénieurs, médecins, chefs d'entreprise ont témoigné. Tous reconnaissent éviter délibérément les marques premium. Non pas parce qu'ils y sont contraints, mais parce qu'ils le veulent. L'argent intelligent a fait ses comptes. Une Mercedes à 70 000 € ne rend pas riche, elle maintient pauvre. Une Dacia à 13 000 € ne signifie pas l'échec, elle signifie la liberté. En 2025, rouler premium est devenu pour beaucoup un marqueur d'aveuglement financier plus qu'un signe de réussite. Ce n'est pas une question d'accessibilité, c'est une question de lucidité. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les vrais riches roulent en Dacia, pourquoi des millionnaires conservent des voitures de 20 ans, et pourquoi tout le modèle économique du premium repose sur l'insécurité de la classe moyenne. Tout est parti de ce simple commentaire, celui du médecin. Je possède une Dacia Sandero 3, je gagne correctement ma vie, automatique, parfaite au quotidien, pas chère et pratique. Ce n'était pas un choix par défaut, c'était une décision volontaire. En regardant de plus près, le constat se répète. Dans les parkings d'hôpitaux, les consultants et médecins seniors, des salaires à 150 000 € et plus par an, arrivent en Dacia, en vieille Toyota, en Skoda d'entrée de gamme. Pendant ce temps, les internes ou les jeunes médecins, encore lestés de près, louent des BMW série 3 ou des Audi A4. Un chirurgien à Munich m'a donné la mécanique exacte de son choix. Il roule en Toyota Yaris de 2008. Salaire, 280 000 € par an. Coût de sa voiture, 800 € de maintenance annuelle. Son collègue en Mercedes GLE neuve aligne 1 200 € par mois entre le leasing, l'assurance et l'entretien. C'est 14 400 € par an pour avoir l'air de réussir. Le calcul n'a rien de théorique. L'un s'achète des années de liberté, l'autre finance des mensualités jusqu'à 67 ans. Qui, au fond, mène la vie la plus prospère? À Barcelone, une pédiatre a fait le même raisonnement avec un Duster. Les parents de mes patients sont parfois surpris. On attend d'un médecin une voiture premium. Mais je ne suis pas devenu médecin pour impressionner des inconnus sur un parking. Mon Duster fait tout ce dont j'ai besoin pour 16 000 €. Un BMW X3 comparable, c'est 55 000 €. Les 39 000 € d'écart, c'est le fonds universitaire de ma fille. Ce schéma se répète partout. Des ingénieurs à 120 000 € conservent des Honda âgés de 15 ans. Des patrons de PME roulent en Dacia. Tous aboutissent à la même conclusion. La voiture premium fonctionne comme un impôt sur l'insécurité. Un entrepreneur de la tech, qui a vendu sa société pour 12 millions d'euros, conduit toujours une Honda Accord de 2004 affichant 380 000 km. Sa logique est imparable. Cette Honda ne me coûte rien. Elle est invisible pour les voleurs, invisible pour les pique-assiettes, invisible pour les faux amis. Surtout, elle est honnête. Pas de façade, pas de mensualité, pas de stress. Juste un moyen fiable de me déplacer pour me concentrer sur ce qui compte. Ce n'est pas une lubie. Warren Buffett a longtemps conduit des voitures ordinaires. Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, roulait dans une Volvo 240 de 1993 alors qu'il était milliardaire. Non pas par radinerie, mais parce qu'une voiture neuve est une charge qui se déprécie. Un millionnaire suisse, enrichi dans les dispositifs médicaux, garde une Mercedes classe EW 210 de 2001. Son analyse, une neuve, c'est comme brûler de l'argent.
J'ai acheté celle-ci 5 000 € il y a 5 ans. Elle vaut encore 5 000 € aujourd'hui. La dépréciation est terminée et la qualité de fabrication est meilleure que celle des modèles actuels. Pourquoi changer? Les chiffres le confirment. Une classe E neuve perd 50 000 € en 5 ans. La sienne, elle, ne perd plus rien. Ce n'est pas de l'argent gagné, c'est de l'argent non dépensé. À Amsterdam, un autre millionnaire de la tech roule au quotidien en Toyota Corolla de 2005. Ses employés, eux, louent des BMW et des Audi. Je pourrais acheter leur voiture cash, dit-il. Mais pourquoi faire? Ma Corolla ne m'a jamais laissé au bord de la route et personne ne vient me solliciter parce qu'on me croit fauché. Alors, qui achète vraiment les voitures premium? Qui achète ces modèles? Certainement pas ceux qui en ont les moyens. Regardons les données de BMW. Le revenu annuel moyen du foyer de leurs clients est d'environ 75 000 €. Cela paraît confortable, jusqu'au moment où l'on constate qu'ils dépensent 45 000 € pour une voiture. C'est 60% d'un revenu annuel, dans un actif qui s'effondre. Les personnes véritablement fortunées, elles, consacrent moins de 10% de leurs revenus à leur véhicule. La classe moyenne, elle, y engloutit jusqu'à 80% pour paraître aisée. C'est le piège tendu par les constructeurs. Et des millions s'y laissent prendre. Un concessionnaire BMW à Francfort me l'a confié. Anonymement, nos meilleurs clients ne sont pas riches. Ce sont des cadres intermédiaires avides d'avoir l'air de réussir. Ils louaient des voitures qu'ils ne peuvent pas se payer, les rendent à perte, et en relouent une autre. Les clients réellement aisés, ils achètent d'occasion, payent comptant et gardent leur voiture longtemps. Pour le réseau, ils ne rapportent rien. La psychologie est implacable. Des acheteurs sont persuadés qu'une voiture premium les fera paraître performants, pensant que cela les aidera à le devenir. En réalité, les mensualités les enchaînent. C'est une forme de féodalité automobile. Enrichir les actionnaires pendant que l'acheteur reste coincé dans le crédit. Prenons un exemple concret. Un responsable marketing à 65 000 € par an loue un BMW X3 pour 750 € par mois. En ajoutant l'assurance, le carburant et l'entretien, on arrive à 1 200 € mensuels, soit 14 400 € par an. Une Dacia Duster lui coûterait 300 € par mois, tout compris. La différence est de 900 € par mois. Ces 900 €, investis sur 30 ans, représentent environ 1 200 000 € au moment de la retraite. Il a choisi un badge, plutôt que de devenir millionnaire. Les réseaux sociaux aggravent cette dérive. On poste fièrement sa Mercedes neuve pour récolter des likes. Personne ne publie son portefeuille d'investissement. Tout le monde voit la voiture. Personne ne voit le patrimoine. Et le cycle se perpétue, au seul bénéfice d'une industrie qui capitalise sur l'ignorance financière. L'industrie du premium vit de l'ignorance financière. À l'inverse, ceux qui choisissent une voiture modeste avancent des raisons très concrètes, qui dépassent largement l'argument du prix. Premier avantage majeur, l'invisibilité. Un entrepreneur de Rotterdam, passé d'une Mercedes à une Dacia Sandero, résume l'avant-après. Avec la Mercedes, tout le monde voulait quelque chose. Des proches demandaient des prêts, des amis proposaient des idées de business, des associations sollicitaient des dons. Avec la Sandero, il est redevenu invisible. Cette discrétion est une liberté. La réussite affichée attire les parasites. La réussite sobre laisse en paix. Vient ensuite la fiabilité. Le commentaire du médecin le disait en 2 mots, pas cher et pratique. Les personnes qui valorisent le plus leur temps savent ce que vaut une voiture qui démarre chaque matin, sans histoire. Une Dacia qui roule vaut infiniment plus qu'une voiture premium immobilisée à l'atelier. Un cadre de la tech le formule simplement. Chaque minute non passée à gérer des soucis de voiture, je la consacre à ma famille ou à mon travail. Troisième bénéfice, la tranquillité d'esprit. À Barcelone, un millionnaire explique qu'avec une voiture à 100 000 €, l'angoisse est permanente. Les rayures sur un parking, le vol, le vandalisme. Avec une Dacia à 15 000 €, il se gare partout, circule partout, ne s'inquiète de rien. Cet espace mental libéré vaut plus que toutes les options facturées par les constructeurs. Quatrième point, l'effet de filtre social. Un investisseur en capital risque qui roule en Skoda Fabia de 2010 parle d'un filtre. Les personnes qui vous jugent sur votre voiture ne valent pas la peine qu'on s'y attarde. Celles qui n'y prêtent pas attention sont souvent les plus intéressantes. La simplicité coupe court aux faux semblants.
Enfin, le cœur du raisonnement est financier. Se concentrer sur de vrais actifs. Tous ceux qui ont choisi des voitures simples réinvestissent l'écart là où l'argent travaille vraiment. Actions, immobilier, entreprise, formation, plutôt que dans une façade qui s'évapore en dépréciation. L'un d'eux résume la logique sans détour. Les pauvres achètent des passifs en croyant que ce sont des actifs. Les riches achètent des actifs et minimisent leurs passifs. Une voiture premium, c'est le passif maximal, déguisé en succès. Voici la vérité qui dérange. Le choix de votre voiture est un test d'intelligence financière. Les données partagées anonymement par un conseiller financier à Zurich sont sans appel. Chez ses clients gagnant plus de 100 000 € par an, le constat est mécanique. Ceux qui roulent dans des voitures à moins de 20 000 € affichent un patrimoine moyen de 1,8 million d'euros. À revenus comparables, ceux qui conduisent des modèles autour de 50 000 € plafonnent, en moyenne, à 340 000 €. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une cause à effet qui se répète décision après décision. Résister au marketing automobile va de pair avec de bons réflexes sur tout le reste, investir au lieu de dépenser et bâtir un patrimoine plutôt que des apparences. C'est ce que j'appelle la réussite Sandero. La voiture la moins chère d'Europe est de plus en plus achetée par des personnes qui pourraient s'offrir bien davantage. Non pas malgré son prix, mais à cause de lui. Elles ont compris qu'augmenter la dépense de transport n'améliore ni leur vie, ni leur liberté. Cela ne fait qu'alourdir la dette. Un consultant en stratégie en a fait l'expérience directe. Il a quitté une BMW série 5 en leasing pour acheter une Dacia Sandero. Ses comptes sont clairs. La BMW lui coûtait 18 000 € par an, tout compris. Leasing, dépréciation, assurance, entretien. La Sandero lui revient à environ 3 000 € par an. L'écart est de 15 000 € par an. Ces 15 000 € capitalisés pendant les 25 années qui lui restent avant la retraite, à 7% de rendement, représentent 1 400 000 €. Il a littéralement choisi entre un badge et une retraite de millionnaire. Le calcul ne laisse aucune place au doute. Quand des médecins roulent en Dacia et que des millionnaires gardent leurs vieilles Honda, que reste-t-il à vendre aux marques premium? La réponse est l'insécurité. Des documents internes de BMW relayés par la presse allemande montrent une inquiétude grandissante. L'aspiration de marque décline chez les hauts revenus. Les enquêtes de Mercedes aboutissent à la même conclusion. Pour un nombre croissant de clients prospères, la voiture premium n'est plus un marqueur social nécessaire. Chez Audi, le marketing a été réorganisé après l'échec cuisant à séduire les jeunes acheteurs fortunés. La riposte ressemble à une fuite en avant. Ce sont les abonnements pour des fonctions de base, comme les sièges chauffants chez BMW. Ce sont les options verrouillées derrière des paywalls chez Mercedes. L'objectif, extraire plus de revenus, de moins en moins de clients. Comme un casino à l'agonie qui relève la mise minimale, on traite les clients les plus captifs, car les plus lucides sont déjà partis. Le marché de l'occasion raconte la même histoire, de façon encore plus brutale. Au bout de 3 ans, des modèles premium perdent 60 à 70% de leur valeur. C'est le signe que même les seconds acheteurs décodent la supercherie. A l'inverse, les Dacia d'occasion tiennent leur cote, portées par une demande supérieure à l'offre. Le message du marché est limpide, l'intelligence choisit le simple. Un ancien cadre de Mercedes l'admet, hors micro. Nous savons que notre acheteur moyen est peu averti financièrement. Notre marketing cible l'insécurité, pas l'intelligence. Les clients vraiment prospères n'achètent plus de Mercedes neuves. Il nous reste ceux qui ne peuvent pas se le permettre, mais achètent quand même. C'est intenable. La façade craque. Sous le vernis, la logique financière s'impose. Et elle ne pardonne pas. Imaginons 2 personnes. Même salaire de 80 000 € par an. Même âge, 30 ans. Même retraite à 65 ans. 35 ans de carrière. La première achète une BMW série 3 neuve tous les 5 ans, à 45 000 €. Au bout de 5 ans, la voiture vaut 18 000 €. C'est 27 000 € de perte, soit 5 400 € par an, juste en dépréciation. Sur 35 ans, cela fait 7 voitures. Coût total estimé, en incluant assurance et entretien, environ 350 000 €. La seconde achète une Dacia Sandero neuve tous les 7 ans, à 13 000 €. Après 7 ans, elle en vaut 5 000 €. C'est 8 000 € de perte. Sur 35 ans, cela fait 5 voitures. Coût total, tout compté, environ 75 000 €. L'écart entre les deux est vertigineux, 275 000 €.
Mais ce n'est pas tout. Si la seconde personne investit cet écart de coût, la différence de mensualité, à 7% par an pendant ses 35 ans de carrière, ces 275 000 € d'économie deviennent près de 2,8 millions d'euros. Ce n'est pas un jeu d'esprit, c'est la conséquence concrète de deux habitudes, répétées sur une carrière. L'un part à la retraite avec des souvenirs de BMW et des charges. L'autre devient multimillionnaire, en roulant en Dacia. Et le calcul est conservateur. Le premier a sans doute loué, payant des intérêts sur de la dépréciation. L'écart final approche plus probablement les 4 millions d'euros. La question n'est pas « Pouvez-vous vous payer une BMW ?» La question est « Pouvez-vous vous permettre de ne pas devenir millionnaire ?» Ce phénomène n'a rien de local. Aux États-Unis, de plus en plus de millionnaires roulent en pick-up Ford F-150 basique ou en vieille Toyota, pendant que la classe moyenne s'endette pour des Range Rover en leasing. En Asie, les véritables aisés gardent des Honda discrètes, tandis que des salariés louent des Allemandes qu'ils ne peuvent pas se permettre. Un cadre japonais basé à Francfort résume la règle implicite de Tokyo. Conduire une voiture modeste traduit la confiance en soi. Une voiture ostentatoire trahit l'insécurité. Les personnes vraiment accomplies n'ont rien à prouver. Seules celles qui peinent ressentent le besoin d'afficher une réussite de façade. Même dans les cultures obsédées par le statut, la tendance s'inverse. À Dubaï, des millionnaires préfèrent des Toyota Land Cruiser fiables à des Lamborghini tapageuses. En Chine, des patrons de la tech se déplacent en Volkswagen Santana. Partout, le même déclic. Les voitures premium relevaient du bijou de pacotille. Une richesse de décor pour une réussite fictive. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'accélérer cette prise de conscience. Le commentaire du Dr Sandero est devenu viral parce qu'il a résonné bien au-delà de son cas personnel. Des personnes prospères assument désormais publiquement que la simplicité est plus rationnelle, plus libre et plus efficace. Elles ne se cachent plus pour dire que la voiture n'est qu'un moyen de transport et que l'argent épargné travaille mieux ailleurs. Si vous êtes actuellement pris dans ce piège premium, la sortie existe. Elle commence par un électrochoc volontaire. Premièrement, le calcul honnête. Calculez le coût réel de votre voiture. Additionnez tout sans rien oublier. La dépréciation, les intérêts du leasing ou du crédit, l'assurance, l'entretien, le carburant. Et surtout, ajoutez le coût d'opportunité, ce que cet argent aurait pu rapporter s'il avait été investi. Le résultat donne souvent la nausée. C'est l'électrochoc nécessaire. Deuxièmement, le tri entre besoin et envie. Le besoin, c'est un moyen de transport fiable. L'envie, c'est un symbole de statut. L'un améliore votre vie, l'autre détruit votre capacité à épargner. Décider, c'est choisir ce qui compte vraiment. Troisièmement, ignorer le regard des autres. Le collègue fauché qui se moque de votre futur Sandero finance sa BMW à la carte de crédit. Son opinion ne vaut rien. Le médecin qui conduit une Dacia ne cherche pas à impressionner ses patients. Il a d'autres priorités. Vous devriez en faire autant. Quatrièmement, la discipline d'investissement. La suite est mécanique. Chaque euro non brûlé dans un badge doit être mis au travail. Actions, immobilier, formation, création d'entreprise. Rappelez-vous, l'argent placé produit des intérêts, une voiture, premium, produit des factures. Enfin, trouvez vos alliés. Vous n'êtes pas seul, des millions de personnes raisonnables ont fait le même choix. Échangez des retours d'expérience, partagez les chiffres, tenez le cap. Car cette bascule n'a jamais été une question de privation. C'est une question d'intelligence. Choisir simple, c'est choisir la liberté. L'industrie du premium a bâti son empire sur l'insécurité. Aujourd'hui, cet empire se fissure à mesure que l'intelligence financière progresse. Dans les parkings d'hôpitaux, sur les campus de la tech, dans les quartiers aisés, les voitures simples gagnent du terrain. Le choix est assumé, réfléchi et il est contagieux. Votre voiture envoie un message. Elle dit si vous privilégiez l'apparence ou la substance, la dette ou la richesse, la dépendance ou la liberté. En 2025, le véritable symbole de statut n'est plus ce que vous conduisez. C'est ce dont vous n'avez pas besoin pour vous sentir accompli. Le Dr Sandero l'exprime à sa façon. Je suis trop occupé à réussir pour me soucier de votre regard. L'Honda du millionnaire dit la même chose. Je suis trop riche pour avoir besoin de vous le prouver. La révolte n'est pas à venir. Elle est déjà là. Et elle ne se mesure pas en badge chromé, mais en patrimoine qui grandit et en sérénité retrouvée. La question finale est simple. Qu'annonce votre voiture sur la vie que vous êtes en train de construire ?